Je pense qu'on voit qu'on a quelques personnes qui sont déjà inscrites. Oui, c'est ce que je vois. Vas-y, Joseph? Oui, c'est bon? Oui. Alors, bonjour à tous, toutes et toutes les participants. Je suis Jacinthe Pepin et au nom du Comité de la recherche et de l'avancement des connaissances de l'Association canadienne des écoles de sciences infirmières, la CESI. I want to mute your speakers on your computer. So sorry, I will do that in a few minutes. Okay, thank you. So, au nom de la CESI, je suis heureuse de vous accueillir à la séance en français de la série des dîners-conférences 2016-2017. Alors, comme vous le savez sans doute, les dîners-conférences sont très populaires dans les milieux universitaires et ils ont pour but de favoriser les échanges pour l'avancement et la mise en application des connaissances. Les membres du corps professoral et les étudiants se rencontrent à l'heure du dîner pour prendre part à des séances où elles auront l'occasion de présenter et de réfléchir sur leurs projets respectifs, d'offrir des suggestions et de se soutenir mutuellement. Alors, notre but ce midi, c'est de recréer un peu l'ambiance de collégialité des dîners-conférences où les professeurs et les enseignants discutent de méthodologie, de résultats, de défis et de réussites dans le cadre de leur projet d'érudition. Et cela en dépit de la distance qui nous sépare. Alors, au cours de cette 4e séance de la série 2016-2017, nous entendrons la professeure titulaire Bilkis Visenji de la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal. Bilkis a une longue et solide expérience de collaboration internationale. Elle nous fera part de son travail avec des partenaires internationaux dans le cadre de la formation en sciences infirmières. Lors de sa présentation d'une durée de 40 à 45 minutes, elle nous donnera un aperçu des objectifs, défis et résultats de son projet avec des partenaires de divers pays. Puis, nous réservons du temps qui sera consacré à vos questions et à vos réflexions. Et si vous désirez soumettre une question à professeur Bilkis Visenji, veuillez utiliser la fonction de clavardage qui se trouve à droite de votre écran. Et lorsque vous aurez terminé, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « Send » ou « Envoyer » pour être certain que nous recevrons votre question ou vos commentaires. Alors, je cède maintenant la parole à Bilkis pour que nous puissions commencer cette présentation. Merci, Jacinthe. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Est-ce que c'est bon, Jacinthe et Élise? Oui, c'est très bon. Oui, donc Oui, merci, bon. merci beaucoup pour cette présentation. C'est toujours un peu stressant quand on est sur des plateformes un peu inconnues. Mais par contre, c'est vraiment une très belle occasion justement de partager à distance, étant donné que ça fait partie un petit peu de ce que je vous ai mis en titre en termes de défis de taille. C'est de pouvoir se communiquer et j'ai beaucoup apprécié l'introduction qui a été faite par professeur Jacinthe Pépin dans cette perspective de pouvoir s'échanger indépendamment des endroits où nous nous trouvons. Alors, c'est un vrai plaisir et je remercie l'organisation qui a permis que nous puissions nous parler et notamment cette 4e session des dîners-conférences 2016-2017 et je l'apprécie énormément. Alors, j'aimerais vous parler justement, comme elle avait introduit notre modératrice, de pouvoir faire un survol. J'avais beaucoup de projets que je voulais partager avec vous, mais c'est toujours difficile dans un temps qui est limité. Donc, dans celui qui me sera imparti, ça sera plutôt d'essayer de vous faire un survol des défis qui s'exposent à nous lorsque nous voulons intervenir dans le cadre de notre pratique en tant qu'infirmière et notamment ce que moi je fais le plus souvent, c'est de travailler en première ligne en termes de transition dans la communauté. Alors je vais essayer d'abord de vous présenter quelques défis, donc en termes de ce qui constitue
la majorité de mon travail autour de la santé des femmes et de la préoccupation relative à l'équité entre les genres ou entre les sexes, dépendamment du vocable qu'on veut utiliser. D'ailleurs, on pourrait garder une des questions par rapport à cela à la fin de la séance. Vous voyez ma première diapo qui s'intitule donc des défis de taille pour une pratique infirmière de qualité, et je vous ferai donc un petit survol de 2 sets de travaux en Afrique de l'Ouest auprès des filles et en Inde auprès de quelques femmes pour la prévention de la tuberculose et la gestion du diabète de type 2. Et avant, avec une petite introduction de contexte. Alors, donc pour la prochaine diapo, je dois appuyer sur le petit truc là. Voilà. Alors, donc les enjeux sont en contexte de globalisation. Je ne sais pas si pour les collègues, l'écran est coupé un peu. En ce qui me concerne, moi j'ai des petits bouts qui manquent à gauche et des petits bouts qui manquent à droite, mais n'hésitez pas à écrire des questions et je pourrai éventuellement répondre par la suite. Donc je vais vous parler des enjeux soulevés en contexte de globalisation, notamment quand on regarde la pluriethnicité sur le Canada, mais surtout la pluriethnicité à l'étranger, ce que cela veut dire, et dans la perspective de toujours regarder les populations. Donc la personnalisation qu'on connaît ici reste tout à fait pertinente à l'étranger. Nos obligations professionnelles ici, nos obligations professionnelles à l'étranger, je prends l'exemple de la communication et finalement nos responsabilités en termes de qualité, de gestion de risque et de réduction des méfaits. Et donc je poursuis. Voilà, alors les enjeux, évidemment, quand on est dans un contexte de soins de santé, on ne peut pas choisir les personnes avec qui on travaille. Ici, la diapo vous dit on a beaucoup trop d'incidents. Il faut qu'on soit plus vigilant quand on choisit des malades, mais ce n'est pas vraiment le cas quand on travaille ensemble dans une perspective où la diversité est présente et pour laquelle il faut essayer de gérer et de pouvoir même intervenir à respecter, comme tout à l'heure je vous l'ai présenté dans la diapo précédente, les obligations professionnels et les enjeux personnels. Donc voilà, j'ai essayé de vous montrer que nous avons une diversité de responsabilités en termes des femmes, des hommes, et je vous parlerai beaucoup donc de tout le respect que j'aimerais qu'on ait quand on travaille dans des contextes où il y a des inégalités. Et évidemment, on a aussi la question de la démographie, de la population vieillissante à l'étranger. Alors, les enjeux restent les mêmes. Vous avez vu la personne tout à l'heure qui regardait avec sa loupe la communauté entière. Et en ce qui me concerne, c'est de pouvoir examiner dans ce cadre-ci qui sont les personnes avec qui on travaille à l'étranger. C'est sûrement une image que vous connaissez assez bien, qui représente un peu cet iceberg où ce qu'on voit à l'extérieur n'est pas nécessairement ce qui est représenté par les personnes sous le niveau ici de l'eau et donc à l'intérieur des personnes. Quand on travaille ici et à l'étranger, on a certainement à se préoccuper de mieux comprendre et de mieux se mettre en position pour pouvoir apprécier ce qui constitue les forces des personnes avec qui on va intervenir. Il y a aussi un léger risque et le choix de cette personne avec une loupe, pour moi, est très étudié, je pourrais dire. On veut éviter, dans une certaine mesure, le continuum où on commence, dans un certain sens, à être sensible à l'autre, puis en même temps, on veut éviter le risque de ce que des écrits, notamment Louise Racine, qui a beaucoup travaillé sur la question du voyeurisme, ainsi que d'autres de ses collègues dans son université. Et j'essaie de penser à Gina Higginbottom aussi, qui maintenant est en Angleterre, qui
a beaucoup travaillé sur ce risque de voyeurisme des pratiques à l'étranger. Donc un risque que j'aimerais que vous gardiez en tête quand on travaille sur la scène globale. Alors évidemment, on se pose quand même des questions par rapport à où je vais, quand je vais, qui je suis et où est ma position pour aller travailler à l'étranger. Et en ce qui me concerne, évidemment, travaillant auprès des populations qui ne sont pas toujours dans une perspective de pouvoir parler nos langues officielles au Canada, un autre enjeu que j'aimerais introduire ici, ce sont les différents filtres auxquels nous voulons faire attention quand on travaille à l'étranger, que ce soit au niveau des interventions elles-mêmes qu'au niveau des partenaires. Nous avons notre sujet qui est sur le partenariat, sur les déterminants de partenariat. Et je vous mets ici un des premiers enjeux sur lesquels on a besoin de travailler certainement, qui est la communication. Et de pouvoir voir, ici c'est une image, peut-être qu'on peut la réduire entre guillemets à une intervention en contexte clinique, mais elle devient tout aussi pertinente quand on regarde la même image avec une rencontre de partenaires en essayant d'établir des objectifs de travail, des modalités de travail et des lignes directrices d'implantation d'un projet ou d'une programmation. Donc avec les différents filtres, avec les différents points communs, les éléments de consonance et de dissonance. Donc de penser, vous voyez à votre droite, l'interprète qui peut être un interprète dans le groupe, parmi les partenaires, ou une personne qui est une tierce personne de l'extérieur. Et je me suis dit que ça pourrait illustrer cette petite diapo par rapport au fait qu'on ne peut pas toujours se permettre d'avoir des interprètes qui sont prêts à atterrir à l'étranger, et donc on doit travailler sur cette communication, de pouvoir établir une relation de base qui peut être entendue, qui peut être comprise et qui peut être acceptée de part et d'autre. Alors, évidemment, quand on parle de santé mondiale, je viens de vous mettre quelques petites prémices de base, mais c'est sûr que tout autant que les problématiques auxquelles nous travaillons ici au Canada sont importantes et sont complexes, elles vont dans une certaine mesure se multiplier à l'étranger, étant donné que nous parlons de différentes façons de voir, de réfléchir, de se comporter à travers des frontières, des mises en œuvre de solutions qui requièrent une diversité de collaboration, et surtout pour des personnes qui travaillent dans le domaine de la promotion de la santé, de la prévention, cela devient encore plus compliqué. Et un des objectifs principaux qui animent mes travaux, c'est de réfléchir à la notion d'égalité versus la notion d'équité, toujours dans une perspective de sensibilité entre les femmes et les hommes. Donc je vous ai laissé ici une définition qui est beaucoup utilisée depuis 2009, qui est d'ailleurs été publiée dans The Lancet par les collègues Copland qui sont des Anglais. Alors donc agir ensemble, ça fait partie d'une autre façon de parler de partenariat pour réduire donc des inégalités sociales de santé qui sont un des éléments de base quand on travaille en partenariat, en intervention dans la communauté. C'est en premier lieu pour réfléchir à ces inégalités et de quelle façon est-ce qu'en tant qu'infirmière œuvrant à l'étranger, on peut travailler, ne serait-ce que minimalement, à se permettre de réduire ces inégalités sociales de santé. Et ici, je vous ai tiré une autre caricature qui vous montre un petit résumé qui a été bien décrit dans le document de la Commission sur les déterminants sociaux de la santé, qui avait été une commission mise en place par l'OMS en 2009, qui visait à combler le fossé entre les mieux nantis et ceux qui étaient un peu moins nantis. Et là, vous voyez au milieu les inéquités, notamment relatives à la santé. Vous voyez en haut les personnes qui sont censées élaborer des programmes et des politiques
avec leur poids et les personnes de la communauté qui essaient de ne pas se faire écraser, évidemment, par leurs actions communautaires. Et on voit au milieu que finalement, les deux parties ont les mêmes buts, mais sont positionnés différemment. Et ça représente un peu ce fossé qu'on veut essayer de réduire en termes d'inégalité, mais aussi pour l'essence même du sujet de notre séminaire midi, le partenariat, de quelle façon il peut fonctionner. Et ici, vous voyez une distance qui doit être travaillée d'une façon ou d'une autre. Voilà, alors agir où, comment et avec qui, évidemment, ce sont de grands chantiers. Et je vous ai mis ici en bas le document justement dont tout à l'heure je me référais, qui était le document de l'OMS et de la Commission sur les déterminants sociaux de la santé. Donc de lutter contre les inégalités dans la répartition du pouvoir, de développer des politiques publiques qui sont favorables à la santé, de favoriser l'insertion sociale, de lutter contre l'exclusion et évidemment en ce qui concerne mes travaux particulièrement en partenariat à l'étranger, d'agir pour améliorer l'équité entre les sexes. Alors évidemment, vous ne voyez pas directement la contribution ici identifiée à la pratique infirmière, mais je vais y arriver plus vers la fin de ma présentation. Alors agir en partenariat pour améliorer l'équité entre les sexes, dont je vous disais fait partie du fil directeur principal de mes travaux, sont importants en ce qui me concerne, tant pour les femmes, pour les filles, pour les hommes que les garçons, puisque ces inégalités vont affecter de façon générale nos modes de vie en général, des modes de vie sur lesquels nous travaillons dans la communauté en tant qu'infirmières, et particulièrement quand on parle de modes d'alimentation discriminatoires, de violence contre les femmes. J'ai quelques travaux en ce moment dont des étudiantes prennent le dessus de façon très admirable sur la violence basée sur le genre et à prévenir les assauts sexuels en Inde dans les écoles. Donc de parler aux enfants dès l'âge de 10-12 ans sur ce que cela veut dire en Inde. Et l'autre élément important quand on parle d'inégalité, c'est quand on travaille dans les régions rurales, c'est de reconnaître évidemment qu'il y a ces trois notions importantes que je vous ai mis au troisième point à la fin, la survie, la procréation et la sécurité, qui sont des concepts clés dans notre pratique dans la communauté, de pouvoir comprendre les comportements des femmes et de pouvoir ensuite élaborer nos programmes d'intervention. Pourquoi elles viennent? Comment elles viennent? Je parle des femmes, évidemment, pour les programmes de promotion. Est-ce pour pouvoir mieux comprendre les tenants de la procréation? Dans quelle mesure se sentent-elles sécuritaires? Et évidemment, est-ce une question de survie, que ce soit au niveau social ou au niveau, de façon générale, économique? Et évidemment, dans tous les travaux que l'on lit au niveau sur la scène internationale, c'est la question de l'empowerment. Ici, je l'ai mis en termes de pouvoir décisionnel par rapport à sa propre santé, donc un ingrédient de base à considérer dans les travaux à l'étranger. Donc ces rapports de force deviendront importants quand on veut essayer de mettre en place des programmes. Donc ma prestation en ce moment vise à comprendre les déterminants qui sont à la base d'une intervention. C'est un grand mot, mais d'une activité quand on parle donc des actions à l'étranger, que ce soit par des projets de recherche, par des projets de partage d'informations, par le biais de la mobilité étudiante. Donc dans la vie quotidienne, il faut se questionner sur les rapports de force qu'on retrouve quand on travaille auprès des femmes et auprès des hommes, et de ce que cela veut dire pour nous-mêmes. Dans nos travaux, de regarder ce qui se passe entre les femmes et les filles, des effets intergénérationnels des inégalités. Encore une fois, le mot relatif à la survie revient. Donc dans les travaux que nous faisons, par exemple, tout à l'heure, je vous parlais du genre et des violences basées sur le genre quand on parle des agressions sexuelles.
C'est une question de survie pour certaines femmes que de pouvoir sortir le soir après avoir travaillé à l'hôpital jusqu'à 18-19 heures et d'être accompagnées jusqu'à leur logement. Et souvent, dans la plupart des cas où j'ai travaillé auprès des infirmières dans les hôpitaux, liés à la communauté, la majorité des infirmières vivent sur les localités même adjacentes à l'hôpital, donc vraiment dans une perspective de sécurité et de pouvoir travailler donc avec elles dans les lieux même de l'hôpital. J'ai tendance à cliquer sur mon clavier. Ah voilà. Donc je voulais, si je reviens en arrière pour être sûre que je n'ai rien manqué. Oui, alors celle-ci, c'est ça, je ne vous en ai pas parlé, excusez-moi. Un autre lieu d'intervention à l'étranger quand on regarde la place de la pratique infirmière, c'est au niveau de l'éducation. Évidemment, la plupart de nos projets vont viser d'une façon ou d'une autre une certaine dimension de l'éducation à la santé et de voir où on retrouve donc ces inégalités et de quelle façon on peut y travailler. L'autre point est relatif à la participation dans la vie civique et politique, où les femmes sont moins visibles, mais cependant, de plus en plus, dans la plupart des pays, les quotas au niveau du gouvernement exigent qu'il y ait donc une place qui soit donnée aux femmes et aux hommes, et non pas une place qui soit dérisoire et juste de nom, mais qui fasse effectivement une différence. Et je pense qu'on a un très bel exemple en ce moment dans notre gouvernement fédéral. Alors, si je continue là-dessus, donc rapidement, tout à l'heure, je vous ai parlé des inégalités entre les sexes et je vous ai parlé de la question genre. Je m'aperçois qu'il y a certaines de mes diapos qui ne sont pas toutes traduites et je m'en excuse. Donc, quand on parle de la définition, il est important de s'assurer d'utiliser les bons mots à bon escient et de ne pas utiliser le mot genre pour un synonyme du mot sexe. Il y a des travaux qui démontrent très clairement que nous pouvons faire une différence par rapport à quasi toutes les conditions de santé, qu'elles soient au niveau infectieux ou au niveau chronique, affectant les femmes physiologiquement, biologiquement de façon différente, et ensuite étant affectées par les rôles qui sont construits au niveau de la société dans la façon dont la condition de santé va effectivement évoluer. Donc, si on parle de tuberculose, l'exposition aux facteurs de risque, la façon dont la maladie va ensuite évoluer en termes d'incidence, en termes physiologiques aussi, notamment certains cancers qui sont attribuables à la façon dont les femmes vont être exposées à la cigarette et à la fumée secondaire. La même chose pour les hommes, la façon dont les hommes travaillent dans les terres versus les femmes qui travaillent dans la maison où il n'y a pas nécessairement une aération appropriée, où elles cuisinent à l'intérieur exposées à de la fumée pour pouvoir cuisiner à l'intérieur. Donc je suis en train de penser justement à la bouse de vache qui est utilisée dans de nombreuses régions rurales et que les femmes sont exposées constamment à ce type de fumée secondaire. Les cancers ensuite et les types de tuberculose auxquels les femmes sont exposées et vont développer sont différents. Ensuite, au niveau des responsabilités sociales, évidemment, l'accès aux services, l'accès aux soins, la capacité de payer ces services vont différer selon ce pouvoir que les hommes et les femmes détiennent de façon différenciée. Donc, importance de pouvoir différencier sexe et genre. Et quand on parle d'égalité, il y a évidemment une diapo que je n'ai pas pu réussir à mettre parce qu'elle rendait vraiment la présentation trop lourde, où on a une barrière qui est un exemple habituel quand on parle d'égalité où trois personnes sont en train de regarder un match dans un endroit où
ces personnes-là sont à l'extérieur de la barrière, donc on a, on va dire, une femme qui mesure 1,50 m, un homme qui mesure 1,70 m, et puis un enfant ou une personne un peu plus vulnérabilisée qui mesure 1,40 m. Donc les trois sont face à cette barrière. On voit que la personne de 1,70 m n'a pas de souci à voir à travers sa barrière, la femme un petit peu, et la personne de 1,40 m a plus de difficultés. Donc on leur met des petites boîtes sous les pieds et on peut parler donc d'égalité. Chacun a une petite boîte pour voir et la personne de 1,40 m peut voir. Par contre, elle ne peut pas voir aussi bien que celle de la personne de 1,70 m qui a une boîte qui lui permet de voir encore mieux. Ce qu'il faudrait en termes d'équité, quand on dit everyone gets the same, ce n'est pas suffisant. Il faut penser équité quand on est à l'étranger. On a évidemment la base de l'égalité, mais il faut penser aux questions d'équité, et c'est là où je reviens à l'équité entre les sexes, où la boîte sur laquelle est debout la personne de 1,70 m devrait être donnée à la personne de 1,40 m qui donc se retrouve avec deux boîtes pour pouvoir être, entre guillemets, au même niveau que la personne qui regarde à travers la barrière. Et finalement, quand on parle de changement transformationnel dans les projets qu'on veut mettre en place, c'est de pouvoir réfléchir non pas à donner juste des petites boîtes sur lesquelles les personnes vont être debout pour mieux voir, mais de voir à des projets qui vont, dans une certaine mesure, baisser la hauteur de la barrière structurelle pour mieux voir de l'autre côté. Alors en espérant que ce n'était pas trop compliqué mon explication, mais j'estime qu'on a besoin de travailler évidemment à permettre de mieux voir à tout le monde en termes d'égalité, mais aussi à travailler sur l'équité entre les différentes personnes, notamment les femmes, les hommes, les petites filles et les petits garçons. Et ici, vous avez un volume que j'aimerais partager avec vous, qui a été produit il y a 2 ans par les IRSC, et plus spécifiquement par l'Institut pour la santé des femmes et des hommes, avec des études de cas sur le Canada et des études de cas à l'étranger, qui permettent de voir justement les types de travaux qu'on peut mettre en place pour ici et ailleurs, pour permettre cette sensibilité à l'équité dans nos projets d'intervention à l'étranger quand on pense différence entre le sexe et le genre. Donc ce volume, il est disponible gratuitement par accès Internet sur le site des IRSC et plus spécifiquement sur le site de l'Institut pour la santé des femmes et des hommes, en français et en anglais. Donc tout à l'heure, quand je vous disais qu'il faut penser à travailler quand on est à l'étranger et ici évidemment, à des initiatives qui vont nous permettre d'être plus transformationnels que juste à penser égalité. Cet exemple-là, sur lequel nous travaillons, notamment avec des partenariats avec l'OMS, c'est de penser à des initiatives qui sont sensibles aux questions genre et de faire des analyses de nos travaux. Quand nous mettons en place des travaux, nous essayons de réfléchir, est-ce que nos initiatives pensent systématiquement à la différence entre les femmes et les hommes, et où se placent justement les interventions dans le domaine de la santé, quand on parle de la pratique infirmière et d'intervention plus particulièrement. Est-ce qu'on parle d'initiatives neutres, d'initiatives spécifiques aux femmes et aux hommes, et la flèche du bas, des initiatives qui permettent de transformer la distribution actuelle des ressources pour pouvoir mieux les distribuer pour que les femmes et les hommes puissent en bénéficier de façon équitable, au-delà de l'égalité. Alors j'espère que vous me suivez. C'est toujours difficile de parler toute seule dans le téléphone comme ça, sans arrêt. Mais n'hésitez pas évidemment à poser des questions au fur et à mesure pour que nous puissions mieux discuter par la suite. Je voulais résumer un petit peu ma petite prestation sur les inégalités et l'équité en vous citant Amartya Sen qui résume donc les visages de l'inégalité de genre en 7 types, donc entre les femmes et les hommes par rapport à des problèmes disparates, des inégalités de mortalité, des inégalités de natalité. Donc quand on regarde les projets en partenariat à l'étranger, toute la question relative à l'avortement basé sur le sexe, notamment en Inde,
questions relatives aux pratiques traditionnelles, excision, infibulation, dont je vous toucherai un mot dans un instant. Il me reste à peu près une dizaine de minutes avant qu'il soit 12h45 pour que je puisse vous passer la parole pour la discussion. Et évidemment, l'accès au système de base qui représente la majorité des travaux en partenariat à l'étranger sur la scolarisation, l'épanouissement personnel, la participation civique ou communautaire. Les inégalités donc sur les opportunités, donc qui a accès aux opportunités, donc je vais vous montrer une diapo dans un instant qui nous parle de l'indice du développement humain, pour lequel on peut mesurer l'opportunité qui est donnée aux femmes et aux hommes pour pouvoir contribuer à des projets dans leur société, l'accès à l'emploi, l'accès à des promotions ou à des postes de pouvoir. Tout à l'heure, on a parlé des biens de base, logement et terre, et évidemment, quand on parle de violence basée sur le genre, on portera attention à des projets particulièrement sur les inégalités à l'intérieur des familles et des ménages et de pouvoir donc voir de quelle façon est-ce que le partage se fait et quelles sont les conséquences sur la santé des personnes. Alors rapidement pour vous montrer, j'ai essayé de voir si nous avions sur le site alors ça vient de l'université en Californie, sur cette diapo qui nous montre un petit peu les inégalités si on considérait le ratio femmes-hommes, et vous voyez en violet, on a le ratio à 104-120, donc c'est le plus égalitaire possible qu'on retrouverait, donc 104 femmes pour 120 hommes, alors que vous voyez en rouge notamment les pays de l'Inde et les pays des Émirats, où vous avez 50 femmes pour 95 hommes. Donc vous avez une inégalité qui est assez claire, qui est réduite. Maintenant, on regarderait presque 15 ans plus tard, sinon 17 ans, réduite et beaucoup plus de violet, on espère, à travers le monde, mais quand même, les parties roses que vous voyez, 99-101, plus ou moins égales, sont les plus prépondérantes. Et j'espère, d'après les questions que j'ai posées aux collègues qui travaillent sur ces atlas, on devrait en avoir une en 2020. Donc, on se retrouvera peut-être sur une autre scène à discuter de ces égalités et de voir de quelle façon est-ce que les couleurs évoluent. Mais le message ici, c'est vraiment de se dire qu'on a besoin de regarder justement ces égalités dans nos interventions. Alors, c'est quelques images des travaux pour lesquels j'ai été impliquée avec mes étudiantes et sur la scène mondiale, pour vous montrer donc de quelle façon est-ce que quand on développe nos projets, on regarde évidemment les priorités à l'étranger. Nous avons travaillé beaucoup sur la santé pour tous en l'an 2000. Ensuite, on a évolué vers les objectifs du millénaire et de développement. Et maintenant, nous en sommes aux objectifs de développement durable, les Sustainable Development Goals, où on peut voir que le Canada, sur la prochaine diapo, essaye d'être parmi les 10 premiers, mais qui était en situation un peu complexe, dans la mesure où dans les années 2010, de par la question de l'opportunité d'accès aux femmes, le Canada était descendu à 12. Mais maintenant, depuis les 2 dernières années, quand on regarde l'index de développement humain, qui est calculé à la base de l'éducation, à la base du revenu et à la base de l'espérance de vie à la naissance, nous permet de voir que les femmes et les hommes vont un petit peu mieux et que le Canada donc offre, alors ma flèche elle devrait être plus bas, là elle pointe que sur la Nouvelle-Zélande, mais on voit que ce sont surtout les pays scandinaves, voyez-vous, la première colonne après celle qui présente les pays. Le Canada était remonté à 8e quand on parle du développement humain.
mais qui prendrait en considération la différence entre les femmes et les hommes qu'on appelle le développement basé sur le genre. Alors, donc du travail à faire quand on regarde les priorités à mettre en place pour le domaine de la santé. Cependant, j'aimerais quand même attirer votre attention on ne vous voyez pas trop bien peut-être parce que moi je ne le vois pas bien sur mon écran. À votre gauche, ceci est tiré de l'Économiste en 2015, à la fin de 2015, où on voit quand même que les femmes rattrapent les hommes assez rapidement, et quand on parle du sexe faible, ce n'est plus vraiment les femmes, mais les hommes. On voit les garçons perdent cet avantage dans la mesure où les filles vont beaucoup mieux à l'école et se débrouillent quand même assez bien lorsqu'elles ont une opportunité qui leur est donnée. Et quand on transfère cette idée dans les pays en développement, dans les pays partenaires, on s'aperçoit que dans la plupart des projets, les femmes sont quand même de plus en plus présentes et on est quand même assez étonné de voir quelles sont les raisons pour lesquelles les hommes n'apparaissent pas toujours dans les programmes que nous mettons en place. Alors je vais essayer de me dépêcher, il me reste 4 minutes. Alors donc pour vous montrer par rapport aux inégalités, donc je vous disais que c'est très compliqué, il y a des contradictions qu'on retrouve, on doit réfléchir aux moyens technologiques qui sont mis en place pour pouvoir mieux intervenir. Et ce que je voulais partager avec vous en termes d'exemples rapidement, ce sont mes projets relatifs à l'excision, l'infibulation dans les pays de l'Afrique de l'Ouest et aussi l'influence que la pratique infirmière en collaboration avec les politiques médicales peuvent avoir quand on parle des interventions communautaires pour une éducation qui permettra de mieux comprendre les pourquoi à la base de certaines pratiques traditionnelles. Et donc nous avons travaillé il y a déjà presque une dizaine d'années sur ces normes et les infirmières étaient en premier plan sur ces activités-là, notamment en termes de mettre toute une discussion sur ce qu'on dirait qui reflèterait la réduction des méfaits. Donc de quelle façon est-ce qu'on peut parler de réduction de méfaits quand il s'agit d'excision-infibulation, qui n'a rien à voir nécessairement avec l'injection des drogues ou du tabagisme. Alors nous avons travaillé sur un de ces projets en partenariat sur la réduction des méfaits et tolérance en santé publique à l'étranger, ainsi qu'au Canada. Donc c'est quelques travaux pour lesquels je vous partage quelques écrits avec mes étudiantes dans le cadre des programmes et de voir un petit peu de quelle façon est-ce que l'intervention en contexte interculturel doit tenir compte, évidemment, tout à l'heure on disait, des pratiques sociales. De pouvoir voir aussi l'interface des interventions en termes des expériences des communautés, la sensibilité culturelle et évidemment l'engagement social. À gauche, vous voyez un dernier papier sur l'importance donc de regarder les questions sexe et genre dans les programmes de recherche qui sont financés pour l'étranger. C'était basé sur le travail que nous avons fait donc relativement à l'excision et l'infibulation, et aussi de voir le papier que vous voyez ici sur le diapo en bas à gauche, l'importance donc de voir de quelle façon les programmes sont encore très aveugles, je dirais, ne considèrent pas beaucoup les questions sexe et genre dans la santé publique quand il s'agit de travailler au niveau ici de la tuberculose. Donc, ce sont des projets que j'ai eu l'occasion de partager avec des étudiants en Inde qui ont donné lieu à ce papier dans International Journal of Women's Health à la fin 2016. Alors, l'Inde, évidemment, on est passé de l'Afrique de l'Ouest vers l'Inde où ces derniers temps, de nombreux étudiants en sciences infirmières ont travaillé et ont eu l'occasion d'être exposés à ce pays de contradictions assez marquées
dans lesquels on retrouve surtout des contradictions par rapport à la pratique infirmière elle-même. Et j'espère pouvoir partager avec vous une prochaine fois les défis sur lesquels ces étudiants ont travaillé, notamment les défis de mettre en place des interventions sur la question de la tuberculose en Inde. Et donc elles ont travaillé sur les questions relatives aux maladies infectieuses. Une des étudiantes a travaillé sur la mise en place d'un programme d'accessibilité par le téléphone portable pour accéder au programme de tuberculose. Et évidemment, ici, vous avez un petit résumé. Vous voyez le Canada à droite, vous voyez l'Inde à gauche. Un des programmes qui offre des financements assez importants, c'est l'Institut indo-canadien Shastri, sur lequel j'ai siégé pendant une dizaine d'années et qui offre des bourses aux étudiants pour la mobilité et pour travailler donc à travers plusieurs États indiens et plusieurs provinces canadiennes. Donc je vais terminer rapidement, il me reste, en fait le temps est passé, il est 12h46. Jacinthe, 2 minutes et je termine. Donc Oui, les en 2 déterminants minutes. sociaux, combien Oui, en j'ai 2 minutes. Ah, Vas-y. on a encore un peu de temps pour que les personnes puissent intervenir ensuite. Oui, dans un sens, je vais vous inviter, chères participantes, à écrire vos questions ou vos commentaires pour qu'on puisse, je puisse les adresser à Bilkis, mais je vais lui donner la chance de continuer en 2 minutes. Parfait. Alors, je te remercie. Puis je termine. Donc, je voulais fermer un petit peu la boucle par rapport aux déterminants sociaux que j'avais introduits au début de ma prestation et de pouvoir se dire qu'on a à travailler quand on a nos projets à l'étranger. On veut bien sûr travailler sur des facteurs de risque, mais surtout sur les processus sociaux qui incluent les femmes et les hommes, les garçons et les filles dans nos interventions. Donc je trouvais ça important de les regarder et de pouvoir s'assurer que ce n'est pas juste les indicateurs en soi, mais aussi les processus sociaux qui sont importants à considérer, de pouvoir aussi réfléchir à une approche qui se penche sur l'équité, sur les droits humains, sur les forces des personnes et sur les capacités, donc d'orienter nos travaux en ce sens quand on met en place des travaux en partenariat, de regarder, donc ici, je vous ai mis quelques exemples de nos travaux sur la sécurité alimentaire en Inde, qui permet, donc on a le travail sur la prévention du diabète de type 2, dont tout à l'heure je vous parlais, est inspiré des travaux de mes collègues qui ont regardé justement les défis d'appliquer l'approche par déterminants sociaux quand on parle de la collaboration sud-nord. Donc je vous ai mis la référence en bas de la diapo, un papier très bien fait que je vous recommande et qui permet justement de regarder la communication, les interventions, les processus qu'on doit considérer dans les interventions en partenariat à l'étranger et qui permettent donc de voir à quel niveau on peut intervenir lorsqu'on veut mettre donc ce type de projet. Alors donc je termine. En résumé, des amis de collaboration, oui, par la mobilité étudiante, la mobilité des professeurs, le développement de cours et de programmes, des partenariats en co-tutelle, des séminaires, des dialogues qu'on peut avoir. Il y a un E qui manque, je suis désolée. Par le biais de peut-être 3 grandes catégories, de réfléchir au fondement de la santé mondiale avec un E, et la pratique infirmière, les enjeux contemporains de santé mondiale et la pratique infirmière, les pratiques en santé mondiale et les sciences infirmières. Donc on a différents thèmes et domaines de partenariat qui commenceraient par des programmes de formation, quand on parle des initiatives auxquelles on pourrait réfléchir sur la scène mondiale par le biais de nos programmes que nous avons dans nos universités, de voir de quelle façon on peut les inscrire dans ces 3 catégories, puis il y en a certainement d'autres, mais que je laisse à votre discrétion pour l'instant. Alors voilà, je termine là-dessus. Je vous remercie de m'avoir écouté
J'aime beaucoup cette citation de Michel Foucault qui nous ramène un petit peu à l'importance de réfléchir donc à la base même du fonctionnement de nos institutions quand on est à l'étranger. Et le livre qui a été produit par Madison sur Critical Ethnography, qui nous donne une bonne idée de l'intersection de l'équité, de l'éthique et de l'intervention que lui appelle la performance à l'étranger. Alors voilà, je vous laisse là-dessus. Merci beaucoup. Un grand merci, Bilkis, pour cette présentation. Je vais briser la glace pour la portion de l'échange et je vais te demander de nous parler peut-être un peu comment, à travers la mobilité étudiante, donc en invitant des étudiants de la faculté, de différents programmes, mais peut-être davantage au niveau des premiers cycles, comment est-ce possible d'intégrer ces étudiants dans les projets ou quel lien de partenariat ou quels sont les défis de ces partenariats autour de la mobilité étudiante quand on voit la complexité des problématiques dont tu nous as parlé? Oui, merci Jacinthe. En effet, dans un certain sens, quand on voit les gros défis qui nous attendent, tant ici qu'à l'étranger, évidemment, on se dit comment est-ce qu'on va faire pour y jeter une étudiante ou un étudiant et comment ils vont survivre. Une première réponse assez pragmatique, la mobilité étudiante, d'une part, s'inscrit dans le temps. Je crois qu'un des défis sur lesquels on veut travailler beaucoup, c'est combien de temps un étudiant ou une étudiante devrait aller pour pouvoir apprendre. Non pas nécessairement faire une différence, mais pouvoir apprendre et pouvoir faire une certaine osmose des pratiques apprises dans nos programmes et de partager dans les programmes à l'étranger. Certains programmes nous donnent une opportunité d'une semaine que je pense se limite presque à ce risque de voyeurisme dont je vous parlais au début de ma présentation. D'autres programmes, je offre 12 semaines, sinon plus, 12 à 18 semaines. Et je pense qu'une des premières questions à se poser, c'est le temps qu'on peut mettre en place et qu'on doit mettre en place pour que la mobilité étudiante, entre guillemets, vaille la peine de part et d'autre, tant pour nous, à la préparation en tant que professeur, que pour l'étudiante et l'étudiant eux-mêmes quand ils sont à l'étranger. Deuxièmement, il y a chez qui on les envoie. Alors, dans notre faculté, nous avons eu l'occasion de travailler avec plusieurs partenaires qui sont constitués par nos diplômés. Je pense qu'il faut vraiment capitaliser sur les personnes qui ont œuvré avec nous, qui ont été formées par nous, qui connaissent un petit peu nos pratiques, qui peut-être les implantent dans leur propre territoire, programme à l'étranger, et qui peuvent donc accueillir. Le grand défi étant que dans ces conditions rurales, par exemple, dans certains des projets, le fait d'arriver et de pouvoir discuter, par exemple, des compétences d'infirmière. De quelle façon est-ce que la compétence éthique, la compétence leadership, la compétence collaboration pourront être mises en exergue une fois qu'on est sur le terrain, et de quelle façon est-ce que ça a été mis en exergue ici au Canada. Donc de pouvoir faire des préparations à l'avance avec les partenaires terrain, d'établir ces communications bien à l'avance. De façon très concrète, il nous faut quasiment 4 mois, sinon 5 mois, donc les nôtres dans notre faculté au niveau du programme du premier cycle. La sélection de nos étudiants se fait au mois de septembre, fin septembre d'une année, donc de 2016 on va dire, et nos stagiaires partent en février 2017. Donc c'est quasiment une fenêtre de 6 mois pour pouvoir préparer logistiquement, pour pouvoir préparer au niveau du pays, au niveau des échanges, au niveau du thème ensuite. Donc quel est le thème dont l'étudiante est intéressée,
le thème qui est privilégié par les partenaires à l'étranger. Une petite chose que j'aimerais préciser, c'est que ça dépend de nos partenaires à l'étranger. Moi, je parle surtout des partenaires dans les pays en émergence, donc dans les pays en développement. Évidemment, les cartes sont différentes quand on parle des pays partenaires qui ont, entre guillemets, les mêmes moyens que ce que nous avons au Canada. Donc, une préparation, je dirais, est certainement sensible à la diversité, sensible à ces indicateurs, à comprendre les fondements, les pratiques et à comprendre aussi les déterminants, comme une des diapos tout à l'heure que je vous montrais, si je peux me permettre de retourner en arrière, c'était celle-ci, je crois, nous donne une bonne idée des forces, des processus, des facteurs et des associations qui travaillent en partenariat sur les thèmes particuliers. Donc ce serait une courte réponse à une grosse question. Bien, merci beaucoup. Est-ce que je peux savoir s'il y a d'autres commentaires, questions, réflexions de la part des participants, s'il vous plaît? Je n'entends rien et je ne vois rien. La petite boîte de questions. La boîte à questions. Oui. Je ne sais pas s'il y a moyen de savoir si les personnes nous entendent. Alors, je vois un applaudissement. Oui, c'est bien. Donc, l'idée ici, c'est vraiment de pouvoir échanger. Il nous reste encore quelques minutes avant que je conclue. Mais pendant que vous rédigez ou vous pensez à votre question, je vais vous informer que l'enregistrement de la séance d'aujourd'hui va être à votre disposition sur le canal YouTube de la saisie au cours des prochains jours. N'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux. Et puis, merci à chacun de vous et à la saisie. Et la saisie espère que vous voudrez bien participer à notre prochaine séance, qui celle-là sera en anglais et elle se fera le mercredi 15 février 2017. Alors voilà, je vous remercie. Donc la semaine prochaine. La semaine prochaine. Je vous remercie, Bilkis, pour cette présentation, la réponse à ma question et merci aux personnes qui ont participé aujourd'hui. Je vous laisse encore 2 minutes si vous avez quelque chose à ajouter. C'est tout bon pour moi. Merci beaucoup. Moi, je voudrais également faire écho aux remerciements qui ont été dites et surtout cette opportunité de pouvoir échanger avec une plateforme qui est novatrice et évidemment qui ne nous permet pas de nous voir. Et donc dans le partenariat, un dernier petit mot serait de trouver certainement des façons d'échanger comme celle-ci et aussi de trouver des façons d'échanger en face à face. Merci beaucoup. Merci. Vous me direz quand je peux raccrocher. Et je ne sais pas si nos participants ont raccroché déjà. Non, c'est tout. Merci à tout le monde pour participer aujourd'hui et une bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Au Bonne revoir. journée. Au revoir.